Les affrontements interethniques ont d'ailleurs eu à meubler cette semaine au Cameroun avec justement des ruelles de sang, des rivières de larmes, de la détresse. Parce que le Cameroun, plus les jours passent, plus ce qu'ils nous ont appelé le vivre ensemble est en train de se déliter. Les communautés ne font que se dresser les unes des autres. Les épées sortent, les machettes sont aiguisées. C'est comme si on attendait l'instant T pour le chant de l'Armageddon. Le Cameroun, aujourd'hui, est un pays qui est pratiquement à chaque coin hanté par les esprits de la division et des guerres intertribales. La dernière guerre intertribale est survenue dans le département du Logon-et-Chari entre deux communautés, les Mousgoum et les Arabes Choua. D'affrontements violents, rappelant ce qui se passait au Rwanda, puisque ça avait commencé ainsi. Des machettes, des gourdas, dans l'arrondissement du Logon-Berni. Lundi, la guerre avait éclaté. Suite, juste à ce qu'on peut dire, une flaque d'eau où les Mousgoum avaient fait une barrière, ne serait-ce que pour recueillir souvent un peu de poisson. Et malheureusement, c'est aussi à cet endroit que les Arabes Choua amènent leurs bergers pour pouvoir s'abreuver. Et c'est de là que s'est allumé le feu. Selon le bilan de certaines sources beaucoup plus crédibles que celles du gouvernement, il y a eu 26 morts, dont 20 parmi les Arabes Choua et 6 parmi les Mousgoum. Mardi, les Arabes Choua ont donc sorti cette fois-ci des fusils pour que la guerre devienne totale. Nous étions là au Texas et pendant ce temps, aucune autorité camerounaise en place. La population livrée à elle-même se déchirant. Une guerre honteuse où on a vu des cadavres emballés dans des draps, posés à même le sol. Plusieurs blessés, dont certains d'ailleurs ont été amenés soit à Kousséri, à l'hôpital de Kousséri, ou alors tout simplement au Tchad. Oui, parce que même le Cameroun n'a pas les infrastructures pour pouvoir soigner certains cas. Au-delà de ça, avant de venir sur la profondeur, sur les blessures purulentes qui sont dans cette communauté, il faudrait quand même remarquer l'attentisme avec lequel les autorités camerounaises ont traité ce problème. Le prophète Dongo a préféré rester chez lui, prétextant qu'il n'y avait pas une bonne route pour l'y amener. Bref, parce qu'il pleuvait, les routes étaient donc impraticables. De l'autre côté, c'est plutôt le gouverneur qui a eu à intervenir 48 heures après ces événements dramatiques au niveau du poste national au journal de 17 heures, arguant que
c'est un petit rien du tout, et qu'ils étaient en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir calmer cette crise qui était née et dont ils voyaient que, bien évidemment, tout ça allait se ranger. En réalité, les autorités camerounaises sont responsables de ces affrontements. Les autorités camerounaises sont en train de fabriquer les haines entre les communautés depuis fort longtemps. Non seulement avec ce qu'ils ont créé, avec les concepts allogènes autochtones, mais aussi avec des problèmes fonciers et la surpauvreté. La région de l'extrême nord est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Et quand on voit le problème qui vient de se passer, c'est à partir d'une mare d'eau. Or, Paul Biya avait vu comment est-ce que son prédécesseur, Amadou Ahidjo, lorsqu'il y a eu la première sécheresse en 73, puis 78, avait eu à gérer ce problème et avait créé d'ailleurs ce qu'on appelle des puits. On s'était retrouvé avec 1600 puits. Mais avec le temps, il ne restait plus que 800, les 600, les 800, parce que les 800 autres étant hors d'usage. Mais néanmoins, il avait mis ce qu'on appelait le programme de l'hydraulique villageoise. Qu'est-ce que le régime Biya a fait? Chaque année, on mobilise les fonds pour l'hydraulique villageoise. Le programme de 1986, 1988 était prévu qu'il y ait des fourrages. Le PNUD a donné de l'argent au Cameroun. Mais qu'est-ce que le régime Biya a fait de cet argent? Ils ont tout détourné. Résultat, la région de l'extrême nord, qui est le bétail électoral du parti au pouvoir, est l'une des régions où il n'y a ni eau, ni électricité. Quand on essaie de regarder à la dernière élection présidentielle, Paul Biya s'était rendu à l'extrême nord, arguant qu'il allait offrir 1000 fourrages. Où sont ces 1000 fourrages? Il les traite vraiment comme des moutons. Dès qu'ils finissent de le voter, basta, il s'en va. Le même Paul Biya, avant l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que là-bas, ils étaient plongés dans l'obscurité. Il avait dit, nous allons essayer de faire de telle sorte que nous ravitaillons non seulement votre région, mais tout le Grand Nord. Parce que le Grand Nord tirait son électricité du barrage de Lac d'Eau. Et le barrage de Lac d'Eau, suite aux sécheresses, on a vu que la pluviométrie est bien sûr baissant, que ne pouvait plus, et bien sûr les instruments aussi vieillissants, ne pouvaient donc plus assumer ce que Ahidjo avait laissé, l'entretien faisant défaut. Ahidjo avait donc, à cette période-là, réussi, parce qu'il n'y avait pas assez de population encore, à ravitailler ces populations en électricité. Mais avec Biya, les populations ont eu à multiplier. Aujourd'hui, ces zones sont plongées dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'il monte le programme de Bini Awarak, où il va dire qu'il y aura un barrage hydroélectrique en 2018. Ce programme
avant l'élection présidentielle, on nous représente qu'il va fournir 75 MW sur 82 km², avec des réserves de 603 millions de mètres cubes. C'est ce qu'ils nous ont vanté. Tout le monde a applaudi. Et ça devait être réalisé par la société Sino Hydro. Ils sont allés en Chine, contracter une dette de 182 milliards auprès de la banque, comme ils appellent, International and Commercial Bank of China. 182 milliards. Ils ont commencé des dégagements. Ils ont dit, vous allez voir, lorsque l'élection présidentielle est passée, ils ont tout stoppé. Sino Hydro revendique de l'argent au régime camerounais. Le régime camerounais dit, non, on a déversé, on a déjà débloqué 20 milliards pour ou bien payer ou quoi de la dette et quelque chose comme ça. Voilà. Là où se trouve ce barrage dont on vous parle depuis longtemps. Bien plus, ils ont aussi dit aux populations de la Damawa que ils allaient financer le barrage de Bakou, qui devait au moins, qui avait une capacité de 1,4 MW et qui devait alimenter presque 300 foyers. Comme Binyawara, Bakou, qui devrait voir le jour depuis juin jusqu'à présent, rien. Les populations se retrouvent donc, c'est vrai d'eau, c'est vrai d'électricité. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est des guerres. Puisque tout point d'eau devient stratégique, le régime Biya plonge les populations dans la misère totale pour créer des guerres. Cette guerre communautaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous le dénonçons depuis. Parce que pour cela, aujourd'hui ils sont en train de parler de la guerre et Kambeti-Bami. Mais non. Avant cela, il faut savoir qu'en 2005, on avait déjà, dans cette région-là, des conflits interethniques. Parce qu'on avait, d'un côté, les Peuls et les non-Peuls, qui avaient commencé la guerre, parce que le régime attisait, voilà tel qui est mauvais, voilà tel autre qui est autochtone, voilà tel autre qui est halogène. Et après, ils ont monté un autre truc entre les Peuls, qui sont de culture musulmane, ou de religion musulmane, et puis les Kirdis, qui sont chrétiens. Et on se souvient justement que ce soit, par exemple, les Bororo, ou encore, déjà même, on peut prendre des Arabes Chouas et les Kotoko, et il y a eu des guerres, des affrontements interethniques. En 2005, en 2006, qui s'achevaient, soit avec 13 morts, 20 morts, bref, chaque année ça augmente. Et c'est ce qu'on vous dit depuis. Avant Aïdjo, il n'y avait pas ces affrontements. Regardez aujourd'hui, même au nord-ouest, vous allez voir les Bayangi contre les Bororo. C'est comme ça qu'ils attisent ça. Et il y a toujours des morts. Après le préfet vient, après le gouverneur vient, après on applaudit, on a versé du sang. Le Cameroun compte 350 ethnies. Ces 350 ethnies cohabitaient. Et même dans les partis politiques. Quand vous voyez l'UPC, c'était avec les Osenda Afana, c'était avec les Oumniober, c'était avec les Félix Moumier, c'était avec Ernest Wandier.
Ils venaient de partout. Il n'y avait pas de tribalisme. Il n'y avait pas d'ethnicisme. Le régime Biya a réussi à venir détruire la fraternité qu'il y avait entre nous. Ceux qui parlent parfois que oh, c'est les talibans du MRC, oh, c'est ceci et cela. Ce qui vient de se passer là, et je vous dis que là-bas, c'est des braises, hein? À l'extrême nord. C'est un foyer d'incendie gravissime qui est en train de s'allumer là-bas. Là-bas, ce n'est pas le MRC. Tous sont du RDPC. Tous. Les Arabes choix là, vous n'allez pas trouver un seul militant là-bas qui est de l'opposition. Arabes choix, comme Mousgoum, tous du RDPC. Voilà donc là où nous en sommes. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit, laissez, le Cameroun n'appartient pas au Bamileke, au Bami et Kambeti. Hein. Il y a des conflits partout. Parce que les conflits naissent sur la pauvreté, sur l'identité et surtout sur le fait que les pouvoirs politiques attisent la haine. Et du coup, on se regarde comme des chaînes de faïence. C'est le régime qui met ça en place, selon la politique, divisée pour mieux régner. Nous sommes donc aujourd'hui, le Cameroun comptait en 2006 20 foyers de potentiel, je dis bien, foyers de guerre tribale ou interethnique. Aujourd'hui, selon les statistiques, le Cameroun compte 80. Ce ne sera donc pas, Paul Biya n'a donc pas préparé un génocide avec son régime à la façon du Rwanda. C'est pire. Et c'est pour ça que vous voyez un frère comme Dieudonné Somba. Quand il vient parler là, il parle que non, il faut que... Mais, quand ça, c'est en train d'éclater. Quand il dit que ce sont les Bamileke qui sont en train, parce qu'ils sont partis asphyxier les Douala à tel ou tel endroit, ou bien à tel ou tel endroit. Mais non. Dans tout notre pays là, c'est des foyers d'incendie. Et c'est beaucoup plus dangereux dans l'extrême nord quel État a foutu le camp. Ça fait aujourd'hui que non seulement vivre là-bas c'est très difficile puisque vous avez pu au moins constater que Boko Haram et même l'État islamique se sont déjà installés, mais surtout aussi le niveau de vie est très élevé. Parce que ceux qui font dans le commerce sont obligés de fermer boutique dans la journée. Et du coup, il y a une inflation. Les matières de première nécessité ont augmenté de plus de 20%. Sans pour autant oublier que Boko Haram vient enlever les bœufs. Qu'est-ce qui va donc se passer là-bas? Puisqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils vont s'en faire tuer. Voilà le Cameroun que Paul Biya aura laissé. Voilà le Cameroun que Paul Biya aura construit. Les haines tribales, les guerres, les Mousgoum et les Arabes choix partagent le même toit. Mais là, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Et donc les médias ne vont jamais vous dire que c'est très grave. Parce que c'est comme ça que ça s'était aussi passé avec le Rwanda. Pas avec le Rwanda, avec le Soudan. Au Soudan, quand les massacres ont commencé, on négligeait cela. Les soi-disant patriotes étaient en train d'applaudir Omar el-Béchir.
Omar el-Béchir a régné au Soudan pendant 30 ans. Après le coup d'État qu'il avait fait en 1989. Il était le Dieu Tout-Puissant, puisque d'ailleurs, sorti des grandes écoles militaires, il mettait tout le pays à terre et tout le monde le vénérait. Exactement comme le Cameroun, il a créé le tribalisme. Exactement comme au Cameroun, Omar el-Béchir a créé une guerre contre les séparatistes, les rebelles, au Darfour. Et tout le monde applaudissait. Il disait, on va les finir, on va les exterminer. Puisque, justement, le Darfour, c'est où? C'est exactement l'ouest du Soudan. Et les anglophones, c'est où? C'est l'ouest du Cameroun. Omar el-Béchir a envoyé son armée. En fin de compte, les conflits qui avaient commencé en 2003, quand on regarde le bilan, parce qu'il se disait qu'en moins d'un an, il va finir et tout et tout. Mais ça s'est passé comment? 300 000 morts, 2 700 000 déplacés. Et c'est là-bas où vous voulez aussi que Paul Biya nous entraîne? Mais sachez-le, Omar el-Béchir ne savait pas que un jour il sera renversé. Et il a été, en avril 2019, lorsque ces populations qu'il avait tant matées se sont soulevées, c'est là même qui applaudissaient parce que le pain avait été multiplié par 4, le prix du pain. Ils ont dit, mais non, on va où là? Vous voyez le prix des denrées alimentaires actuellement au Cameroun, comment ça augmente? Vous allez manger quoi? Vous dansez encore dans les bars. Mais quand vous allez sentir les panses se vider, lorsque les institutions de Bretton Woods et surtout le Fonds monétaire international vont encore dire de serrer la ceinture, lorsque vous allez voir que vous n'avez pas de salaire, lorsque vous allez voir que vos enfants sont à la maison, vous allez sortir certainement avec les couteaux. Parce que vous avez laissé, en applaudissant Paul Biya, qu'il aille investir dans la guerre, comme Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, au lieu de développer le Soudan, avait tout simplement développé la guerre contre ses propres frères. Et quand il a été renversé par son armée qui ne pouvait plus supporter, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis dans une petite prison là. Et aujourd'hui, cette semaine, le gouvernement annonce qu'il va le livrer à la CPI. Omar el-Béchir était comme Biya. Il avait refusé de signer le traité. Il se disait qu'avec ça, il ne sera jamais poursuivi. Même si Biya ne sera pas poursuivi, peut-être parce qu'il se ferait déjà trop tard, mais ses collaborateurs le seront. Omar el-Béchir a été arrêté avec les ministres tout-puissants qui sont actuellement en prison et qui seront livrés à la CPI, puisque la CPI vient de signer un accord avec le Soudan, avec le gouvernement. Donc, le procureur de la CPI, M. Khan, le nouveau procureur, est arrivé là-bas pour dire, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais installer les bureaux de la CPI ici, au niveau du Soudan, pour que je recueille les témoignages. Donc, exactement ce qui s'est passé au Rwanda. La CPI avait installé ses bureaux là-bas. Comme ça, on recueille mieux tous les témoignages de ceux-là qui étaient torturés. Omar el-Béchir, aujourd'hui, il est en train de pleurer en prison. Omar el-Béchir, aujourd'hui, sera livré au niveau de la CPI. Qu'en sera-t-il des gens du régime Biya demain? Ils seront livrés. Parce que ces guerres qui sont en train de se faire, je vous le jure, ce n'est pas une prophétie. Mais c'est comme ça que s'écrit l'histoire. Même le tribunal de Nuremberg, avec ceux qui supportaient Adolf Hitler, ils savent ce qui s'est passé. Ils seront jugés par la CPI. Aujourd'hui d'ailleurs, le Rwanda est en train de dire qu'ils vont ratifier le traité de Rome. C'est-à-dire que pour être État membre de la CPI,
Ceux qui viendront aussi plus tard seront obligés de le faire. Omar el-Béchir avait dit qu'il ne peut jamais négocier avec les terroristes. Il a fait la guerre jusqu'à ne jamais obtenir la paix. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, ceux qui étaient à côté de lui et ceux qui l'ont renversé, qu'est-ce qu'ils ont fait en première position? Ils négocient avec tous les rebelles. Les rebelles ont même obtenu déjà l'amnistie. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez négocier avec les Amazoniens. Oui. Vous allez négocier avec la diaspora. Oui. Vous allez négocier avec l'opposition. Oui. C'est ça qui est la vérité. Parce que rien n'est éternel. Omar el-Béchir envoie un message à Paul Biya. Envoie un message à Tangadji. Envoie un message à Betia Somon. Envoie un message à tous les généraux et à tous les soldats qui sont au front. Parce que le tribunal, la CPI, qui vient s'installer là, au Soudan, chers soldats camerounais, regardez ce qui va se passer là-bas. On va arrêter plusieurs. On va arrêter les hauts gradés de l'armée. Ils seront tous condamnés. Comme exactement au Rwanda. Parce qu'ils ont suivi bêtement les ordres d'Omar el-Béchir. Aujourd'hui, ils sont poursuivis pour quoi? Pour génocide. Ils sont poursuivis pour quoi? Pour viol. Ils sont poursuivis pour quoi? Pour pillage. Ce n'est pas ça qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne peut pas arriver que les gens qui sont actuellement plongés dans des crimes, dans des viols, dans des enlèvements, les gens qui créent des milices comme à Tangadji, parce que aussi Omar el-Béchir avait créé les Janjaouides, mais le chef lui-même il est parti se livrer à la CPI pour dire je reconnais. À Tangadji va aussi se livrer. C'est ça qui est la vérité. Lorsque l'horloge va tourner, ce qui est en train de se dessiner, parce que vous êtes en train de créer un génocide entre Camerounais, l'histoire vous jugera. Vous ne sortirez pas de là indemne, régime Biya. Vous serez face au peuple. Et c'est là où vous allez présenter vos excuses. Mais qui va les accepter? C'est l'occasion pour nous de dire donc aux frères que jamais la guerre n'a apporté de solution dans un pays. La guerre, qu'elle soit communautaire, interethnique, tribale ou encore sécessionniste, ne fait que reculer le pays. Et il n'y aura jamais de gagnant. Parce que il y a un proverbe africain qui a été repris par Mao Zedong qui disait les vrais vaincus de la guerre, ce sont les morts.